Voilà. Chers frères et sœurs, merci d'être venus. Nous allons commencer. Je ne pense pas qu'il est important de m'introduire parce qu'on se connaît. Je vais simplement vous dire merci pour être venus et pour cette deuxième édition de notre forum sur le Congo, FCA in short. Alors, pour le programme ce soir, nous avons deux choses. Nous avons une présentation qui sera faite par un invité, le docteur Kalumba, que je vais présenter d'ici là. Après, il y aura une séance de questions-réponses. La présentation prendra environ 15 minutes. Et puis, on va faire... cette séance de questions-réponses prendra environ 20 minutes. Peut-être un peu plus, on va voir comment les choses vont évoluer. Et après, on passera au débat, comme nous avons fait la dernière fois. Nous avons 3 questions que nous allons débattre ce soir. Alors, donc on passe à la première partie de ce forum ce soir. Et il s'agit de la présentation du docteur Kalumba Kongolo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, docteur Kalumba Kongolo est congolais comme nous. Il est là depuis très longtemps, je crois 18 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et on se connaît depuis qu'il est arrivé ici. Il est spécialiste pédiatre. Il travaille dans plusieurs hôpitaux comme consultant. Il a été en fait à Lesotho, en Zambie, et puis il est venu ici. Et donc nous l'avons invité pour nous entretenir sur quelques idées comment nous pouvons encourager la diaspora à être beaucoup plus utile pour la reconstruction ou le développement de la République démocratique du Congo. Et donc je vais inviter le docteur à nous présenter son sujet. Bon, et merci beaucoup Claude pour cette introduction. Et c'est pour moi un plaisir quel est le rôle de la diaspora, comment est-ce que la diaspora peut jouer un rôle pour développer le Congo ou l'Afrique ou d'autres pays sous-développés. Bon, maintenant, d'abord la première question, pourquoi nous sentons qu'il faut être engagé à faire ce devoir, c'est-à-dire pourquoi nous pensons que nous pouvons aider les pays. La première chose, même si nous sommes ici, nous sommes liés à notre pays. C'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Ouais, il est très important de nous engager parce que c'est ça notre terre. Si vous regardez la situation au Congo, tout est au rouge. Tous les paramètres sont au rouge. Que ce soit sur le plan de la santé, ou sur le plan de l'économie, ou sur le plan de la justice, tous les paramètres sont à rouge. Et on n'a pas le droit de ne pas s'engager et de rester spectateur. Parce que si vous restez spectateur, tôt ou tard, ça va vous frapper. Donc c'est une question de temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je peux me dire, bon, je vais visiter le Congo parce que j'ai de la famille là-bas. Beaucoup de gens qui sont ici ou ailleurs, ils ont de la famille au Congo. Et quand vous avez de la famille au Congo, et le système ne marche pas, quand votre frère est malade ou votre mère est malade, il va aller se soigner où? C'est dans les hôpitaux qui sont sur place. Et chaque fois qu'on me dit que mon maman est malade, ou un de mes frères est malade, pratiquement, je fais une crise parce que je ne suis pas sûr qu'il va avoir les soins appropriés qu'il faut. Aujourd'hui, on peut rentrer au Congo pour visiter. Si vous avez vous faites une crise cardiaque au Congo, vous êtes mort. Et chacun doit se mettre dans le travail. Alors, le travail doit être coordonné parce que moi, je considère l'immigration des gens comme ce qu'on appelle en médecine hémorragie fœto-maternelle. C'est-à-dire vous avez un bébé au sein de sa mère, mais il s'en va chez sa mère. Et l'enfant devient anémique. Et il peut mourir si l'enfant ne sort pas plus rapidement. Alors, c'est la même chose si vous regardez l'immigration, surtout de l'Afrique, des Africains qui quittent le pays. Ce sont d'énormes ressources. Il y a beaucoup d'intellectuels de tous les domaines qui quittent l'Afrique pour aller chercher
le mieux est ailleurs. Et ce qui fait que pratiquement l'Afrique devient, donc c'est draine, pratiquement vidée de la substance. Et comme nous savons, les grands facteurs du développement de l'homme ou d'un pays, c'est d'abord l'homme. Je me rappelle en 1991, quand les choses commençaient, la politique commençait à bouger un peu au Congo avec Mobutu, dans un avion, on partait de Lubumbashi à Johannesburg, Kinshasa, Lubumbashi, Johannesburg. Il y avait 50 médecins dans un seul avion. 50 médecins congolais qui quittaient le pays pour aller chercher le travail en Afrique du Sud. C'est incroyable. En 1993, installé à Lusaka, à ce moment-là aussi, il y avait 200 médecins de Lubumbashi qui, en quelques semaines, avaient quitté Lubumbashi pour aller travailler ensemble. So, vous imaginez la perte que le pays. Si vous allez en Afrique du Sud, vous trouverez beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de médecins. Vous allez en France, c'est la même chose, en Belgique, c'est la même chose. Et d'ailleurs, par exemple, le Congo, c'est le seul pays francophone qui envahit même des pays anglophones. Alors, c'est pour cela qu'avec tout ça, donc il est important que nous puissions travailler avec nos amis qui sont restés au pays pour refaire notre pays. Chacun doit porter sa pierre. Évidemment, n'étant pas au pays, nous avons perdu la touche, donc on n'a pas la réalité. On a besoin de ces gens-là qui sont sur place. Et les gens qui sont sur place, ils ont aussi besoin de nous. Parce que dans la diaspora, vous avez l'expertise. Et que ce soit dans le business ou sur le plan professionnel, et il y a moyen d'utiliser cette diaspora-là pour rendre service au pays. Alors, maintenant, la deuxième question, comment est-ce qu'on peut aider le pays? Donc, il ne suffit pas de dire, OK, nous voulons aider le pays, mais il faut d'abord qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur ça, donc les leaders qui ont le sens de développer cette relation. Et pour ça, la première question, ça serait, quels sont les objectifs? Donc, on ne va pas dire, nous voulons aider les pays, mais quels sont les objectifs? Et ces objectifs doivent être réalistiques, ambitieux, mais réalistiques. Est-ce qu'on peut être en mesure de réussir ces projets que nous voulons faire? C'est la première chose. Et la diaspora, qu'elle soit en Australie, en France, en Belgique, aux États-Unis, elle n'est pas toujours la même, elle est spécifique. Elle est spécifique dans le sens où le nombre n'est pas le même et l'expertise dans ce nombre n'est pas la même chose. Donc chaque diaspora doit pouvoir définir ses objectifs compte tenu du nombre et des objectifs et de ses moyens. Alors, la deuxième chose, il faut connaître d'abord la diaspora. Nous sommes en Australie. Je ne pense pas parmi nous, quelqu'un peut me dire, par exemple, combien de médecins congolais, par exemple, ou ingénieurs congolais, ou IT spécialistes, ou infirmières qui sont en Australie. On n'a même pas ces statistiques-là aussi. Je ne sais pas si le président de la communauté est ici. Donc, on n'a pas ces statistiques-là. Alors, la première des choses, c'est d'abord connaître la diaspora. Donc, être en mesure de faire ce qu'on appelle le mapping. Combien déjà nous sommes ici? Qui fait quoi? Qui a quelle expertise? Chacun a une expertise dans son domaine. Donc, il est important qu'on ait d'abord cette sorte de carte ou de mapping pour comprendre qu'est-ce qui est available, qu'est-ce que nous avons sur la main pour pouvoir maintenant décider quels sont les objectifs à faire au Congo. Donc ça, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Ça dépend aussi des pays d'origine. Si le pays d'origine est intéressé à engager la diaspora, ils peuvent aussi avoir ces données, mais je ne pense pas que le Congo pour le moment a ces données. Je ne pense pas que le gouvernement congolais connaît combien de Congolais sont mis en Australie. On n'a même pas d'ambassade ici, il n'y a pas de recensement. Donc c'est difficile, on ne sait pas. Les gens sortent comme ça et on ne sait pas. La même chose en France ou en Belgique. Alors c'est à nous maintenant de faire. Les pays des destinations peuvent aussi aider, parce que les pays de destination ont quand même des données pour savoir.
Mais ce qui est aussi important est que s'il y a des gens qui sont intéressés à faire marcher la diaspora, ils peuvent avoir des données dans les groupes professionnels que malheureusement nous n'avons pas aussi. So, vous n'avez pas par exemple une association des médecins congolais ou des ingénieurs ou de ceci. Alors tout cela pose des sérieux problèmes parce que nous comptons nous établir une association des médecins africains en Australie. Moi je pense qu'il faut commencer par là. Mais s'il y a la volonté, on peut chercher d'abord à recenser les gens de la diaspora. Alors, si vous avez déjà recensé les gens de la diaspora, la Chine, les Indes ont fait ça en 2000 parce qu'ils ont fait 2 ans d'études d'expertise, of mapping les Indiens qui sont non-resident Indian, or people of Indian origin. So, ils ont fait ça et ils ont pu avoir 2 à 20 millions des Indiens qui étaient à l'extérieur et les mettre sur la liste. Ils ont poussé au gouvernement d'ouvrir un ministère, so the Ministry of Overseas India Living Abroad. So, ce genre d'action demande une action coordonnée et une organisation. Parce que si on n'a pas d'organisation, c'est impossible de faire quoi que ce soit. D'abord, il faut avoir la volonté, il faut avoir l'amour du pays, il faut savoir que le Congo c'est à nous. Quand nous sommes ici, on regardait les images qui se passent au Congo, par exemple, pendant les struggles, où il y avait les gens qui manifestent, on tire sur les gens, ou les catholiques. Ça fait mal, ces gens-là font plus que nous. Ces gens qui sont sur la rue, à Kinshasa, ils sont plus que nous. Donc, il est vraiment important que nous ayons cette volonté-là de faire, mais d'abord, il faut avoir le mapping. Maintenant, le troisième point, vous avez fait le mapping, maintenant, you have to build the trust. Donc, il faut maintenant créer l'atmosphère de confiance. Parce que, ne vous en faites pas, si aujourd'hui vous allez au Congo, le premier réflexe, si vous vous présentez, que vous êtes professionnel, le premier réflexe des gens qui sont là, c'est la méfiance. Donc, ils vont vous regarder, vous voulez nous apprendre, vous venez nous apprendre. Donc il est important qu'il y ait cette relation-là de confiance, mais ça prend du temps pour faire ça. Il faut reconnaître que les gens qui sont là, ils ont aussi leur expertise. Les gens qui sont là aussi, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont aussi besoin de complémentarité. Donc, ils ont besoin de l'expertise, ils ont besoin des gens qui ont été ailleurs pour donner une autre expérience. Donc, cette communication qui doit être open, qui doit être ouverte dans le respect de tous. Il faut aussi savoir que se contredire, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que la culture que nous avions, où nous avons, quand nous étions au pays, c'est souvent on a peur de contredire un chef ou un leader ou un aîné. Je pense que cette culture-là doit être... C'est-à-dire qu'il est normal d'avoir des contradictions. Et même quand vous avez la communauté de diaspora comme ici, comme toute diaspora d'ailleurs, d'autres origines, il y a toujours une diversité. Donc vous trouverez des diversités ethniques, des diversités de religions, et c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le plus important de tout ça, c'est que nous avons en commun des valeurs qui est plus importante que nos différences. C'est-à-dire que, quelle que soit notre origine ou nos appartenances religieuses, il y a ce qui est important, c'est le bien du Congo, de tous les Congolais. Parce que si le Congo marche, chaque Congolais va bénéficier de ça. Quelle que soit l'origine. Si le système marche aujourd'hui au Congo, tout le monde va bénéficier. Donc, il est important qu'on puisse comprendre que d'abord, c'est ça. Après, bon, il peut y avoir des différences. Ça, accepter ces différences-là. Et deuxièmement, les Congolais qui sont dans les pays, il faut leur aussi faire comprendre. Il faut travailler avec eux, avec le gouvernement, avec les ONG, pour si vous avez nous avons des projets que nous voulons faire, voilà ce que nous voulons faire. Et la troisième chose, c'est travailler avec les gouvernements où nous sommes. Par exemple, nous sommes en Australie. Dans tout ça implique que nous comprenions le système. Par exemple, ici en Australie,
Vous pouvez travailler avec le gouvernement, mais il faut d'abord être organisé. C'est un. Deuxièmement, il faut comprendre comment est-ce que vous pouvez pousser le gouvernement australien à agir dans votre faveur. Nous avons, beaucoup d'entre nous sommes des citoyens, il y en a qui sont citoyens australiens. Alors, vous avez le droit de vote. Donc, si vous avez le droit de vote, c'est-à-dire que individuellement, vous ne pouvez rien faire, mais si vous êtes en groupe organisé, si aujourd'hui les Congolais disent, voilà, nous sommes à 300 ou 400, 500 Congolais qui vont voter, ou à 1000 Congolais. Et normalement, vous avez les partis politiques, et vous allez voir les partis politiques qui vont appuyer vos démarches, qui vont appuyer ce que vous voulez. Voilà nos problèmes. Si vous voulez que nous votions pour vous, c'est ça. Nous voulons que vous adressiez 1, 2, 3, 4. Nous avons des programmes pour, par exemple, aider les pays. Est-ce que vous pouvez aider à aider les pays? Si vous comprenez que c'est par là qu'il faut passer pour influencer le gouvernement où vous êtes, cela c'est déjà un point de départ. Les États-Unis, par exemple, aux États-Unis, chaque année, au moins la moitié de millions d'enfants sont nés là-bas. Des gens qui viennent là pour naître et deviennent citoyens. Et les États-Unis favorisent ces genres de diasporas qui s'engagent à développer. Les exemples sont comme les Island American Fund, where the American Indian Foundation. C'est reconnu, le gouvernement aide ces diasporas-là. US Mexico Foundation. Le gouvernement aide ces diasporas pour aider leur pays d'origine. Et il y a moyen de canaliser ça, mais la première chose, je dis, c'est d'abord avoir l'organisation, parce qu'ils doivent savoir que vous êtes organisé, vous êtes à mesure. On ne peut pas venir vous aider si on voit que vous n'êtes pas capable d'aller faire ces services ou d'apporter cette expertise. Donc il faut d'abord nous montrer organisé, montrer que vous avez l'expertise pour ramener chez vous, pour que vous ayez de l'aide. Le quatrième point, c'est comment mobiliser maintenant les diasporas pour le développement du pays. Et dans tout ça, moi je pense que c'est l'énergie, l'organisation qu'il faut d'abord. Mais dans beaucoup de pays où j'ai été, le grand problème de la communauté congolaise, c'est d'abord la division inutile. La division inutile, la suspicion inutile et le manque d'organisation. Et ça, c'est le dominateur commun partout. La première fois que j'étais en Afrique du Sud, la première réunion des Congolais, s'est terminée à un désastre. Complètement, les gens ne se parlent plus. Bon, c'est la même chose. Donc, si on peut passer, on peut tous être au-delà de ce genre de choses, pour voir d'abord ce qui est fondamental pour nous tous. Par exemple, dans notre communauté, ici, qu'est-ce qui est fondamental? D'abord, nous sommes une minorité. C'est la première chose. Donc, on devait réfléchir comment est-ce qu'on peut d'abord survivre dans un pays où nous sommes minorité. Et les gens qui ont fait, comme les Juifs, par exemple, ils ont fait ça de façon... La communauté juive, American Jewish Community, chaque année, il faut les fundraising plus d'1 milliard de dollars pour des dons philanthropiques. Les Juifs d'Israël, ils ont impliqué la diaspora dans leur système à tel point qu'ils travaillent en parallèle. Donc, dans leur comité, il y a des représentations de la diaspora et du gouvernement. Et ils acceptent que les idées soient partagées et les discutent pour voir où est-ce qu'on peut amener l'Israël. Et la même chose de lobbying. Les gens qui sont à l'étranger, ils savent comment faciliter ou bien agir aussi dans le gouvernement à des destinations pour aider les gouvernements d'origine. Donc, voilà pourquoi je me dis, bon, est-ce que on peut faire, est-ce que la diaspora congolaise vivant en Australie peut faire? On peut faire, mais il suffit d'avoir la volonté. Il suffit d'avoir la volonté. Les Mexicains, ils ont un modèle particulier parce que la diaspora est concentrée dans un pays, qui est les États-Unis, mais ils ont établi ce qu'on appelle le Consultative Council of Mexican Living Abroad. Ce council-là travaille avec le gouvernement mexicain
dans un programme qu'ils appellent 3 sur 1. Donc, quand le gouvernement sponsorise un projet, 3 fois, de match it, ils essaient d'égaliser avec une donation de la diaspora, 3 sur 1. Ils ont sponsorisé 1600 projets avec ce programme. Donc, n'en parlons pas d'autres communautés qui ont fait ça. Les Croatiens ont aussi sponsorisé. Donc, sur le plan politique, la diaspora peut aussi agir pour modifier les cours des événements dans le pays d'origine. Mais pour ça, encore, il faut être organisé, c'est-à-dire qu'il faut faire le lobbying pour organiser, influencer les décisions qui sont sur place, d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement d'origine doit aussi faciliter ça parce que s'ils refusent de vous accepter, ils doivent montrer quand même qu'ils sont prêts pour se travailler. Et montrer les bons gré, c'est-à-dire d'abord par les tracasseries quand les gens rentrent, donc faciliter les retours des gens dans le pays, accepter que ces gens qui sont abroad, ce sont des Congolais, même si aujourd'hui ils ont d'autres nationalités, mais ce sont des Congolais, nous nous sentons Congolais, même nos enfants, ils se sentent Congolais. Deuxièmement, la double nationalité, c'est déjà un acte de volonté pour le gouvernement qui montre que voilà, vous êtes parti, mais vous êtes encore de l'autre. Et refuser ça, c'est exclure une grande partie des ressources. Mais faciliter ça, c'est déjà un bon geste pour un gouvernement d'origine pour dire que, bon, voilà, ces gens peuvent venir nous aider. Bon, la bonne gouvernance, évidemment, ça c'est tout ce qui, ça viendra au pays. La bonne gouvernance, la régulation correcte, tout ça, ce sont des choses qui peuvent faciliter que les gens qui sont ici peuvent aller investir au pays. Beaucoup de gens ont fait ça, et sur le plan économique, la diaspora peut contribuer. Les Philippines, par exemple. Les Philippines, ils ont un système où ils envoient des gens pour aller travailler à l'étranger et faire les remittances, envoyer l'argent dans les familles. Donc c'est l'argent qui rentre des pays étrangers vers les Philippines. Ça aide à développer l'économie des Philippines. Et ça diminue aussi l'employment rate, sur les taux de chômage aux Philippines. Il y a tant de choses que la diaspora peut faire. Il y a beaucoup d'exemples. La Chine, par exemple, aussi, et favorise que les diaspora entrepreneurs ailleurs et rentrent, ou les high skilled, sont les gens qui ont des formations spécifiques qui rentrent pour développer le pays. Ils encouragent aussi, ils gardent leur culture. Par exemple, les enfants chinois ici, ils font les cours de Chinese language, mais ils sont sponsorisés par les gouvernements chinois pour maintenir ce trait-là qui vous nous appartenez toujours. Donc, voilà. Donc, pour ne pas trop m'étendre, voilà. Donc, le rôle de diaspora est clair et est reconnu maintenant dans beaucoup de pays. Et la diaspora, c'est pas nouveau. D'abord, le mot vient du grec, qui disent donc dispersion, c'est scatter. C'est-à-dire que les gens vont ailleurs, mais ne vous perdez pas. Donc, il faut plutôt chercher à être ensemble et faire face là où vous êtes. Moi, quand je regarde bien la communauté congolaise ici, je dis, est-ce que nous pensons à l'avenir ou à l'avenir des enfants? Est-ce que nous nous préparons à être unis? C'est seulement quand quelqu'un meurt ou il y a des deuils, les gens, oh voilà, il faut cotiser 10 $. Non, il faut être préparé. Et il faut être préparé, c'est-à-dire sur le plan financier. Les finances, c'est très, très, très important. Vous ne pouvez rien faire sans les finances. Et comment vous devez faire les finances? C'est d'abord les cotisations. Les gens doivent être en mesure d'avoir un système transparent, être en mesure de mettre l'argent à cotiser régulièrement et faire face quand il y a des crises. Même la diaspora doit être en mesure de faire ça. Et la diaspora peut aussi faire des fundraising ou organiser des manifestations pour faire avoir l'argent et aider même au pays, à sponsoriser le pays, les projets au pays. Quand il y a des désastres comme Ebola et des choses comme ça, parfois j'ai même honte. Parce qu'il y a des Blancs qui vont là-bas, qui vont aider. Il y a même les Blancs qui n'ont aucune formation d'infirmiers ou de médecins, qui vont aider. Où sommes-nous? Où sommes-nous, les Africains ou les Congolais? Est-ce que nous aimons vraiment ce pays ou ce continent? Il y a beaucoup de doutes. Il ne suffit pas de dire que voilà, nous, les Congos. Parce que c'est ça le problème, les Congolais, nous parlons, tout le monde, on aime les Congos. Les Congolais, qu'est-ce que nous faisons pour ce pays? Concrètement. Ceux qui restent là-bas, moi j'apprécie. C'est tous ceux qui se battent dans les rues pour revendiquer les choses. Les gens qui sont morts pour les causes du pays. C'est vraiment
ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, alors là, le débat sera ouvert, je pense, mais ça ne doit pas se limiter à ce genre de choses où nous parlons et puis c'est fini, le lendemain, nous. Je vais vraiment faire attention. Le développement individuel n'amènera à rien. Donc aujourd'hui, dire, ok, j'ai une maison, j'ai une voiture, c'est rien. C'est le développement, le changement de tout un peuple ou un groupe de peuples, de gens qu'on peut aider, les enfants qui peuvent étudier, parce que l'éducation c'est important. Ou arranger les systèmes sanitaires, éviter les gens qui meurent, les femmes qui meurent quand ils s'accouchent, parce qu'il n'y a pas de soins. Aller arranger les routes, amener à manger aux gens. Voilà les choses que nous devons faire, et ce sont des choses louables. Mais si nous pensons que nous voulons nous développer individuellement, et ça c'est le problème des Africains, together, il faut être ensemble. Et vous soutenez, et vous allez pencher. Quand vous prenez un balai, vous prenez une tige de balai, vous pouvez le casser facilement. Si vous avez un balai ensemble, vous n'allez pas casser ça. Il faut être ensemble. Voilà le message pour moi. Évidemment, le débat sera ouvert, mais c'est possible, la diaspora doit jouer un rôle, il peut jouer un rôle, et il faut qu'il joue un rôle. Mais il faut être organisé, il faut commencer par, il y a des principes à faire, il faut avoir les objectifs, il faut savoir votre diaspora, les capacités de diaspora, et puis maintenant il faut commencer à faire le recensement, et ensuite vous passez à relation avec les pays d'origine, les pays de destination, et enfin mobiliser vos ressources pour aider. Voilà, merci, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Je crois que ça nous donne assez d'idées, assez de renseignements, comment nous pouvons en tout cas faire quelque chose, nous pouvons nous organiser d'une manière ou d'une autre pour essayer de faire quelque chose. Il est vrai que ce sont des choses qui vont prendre du temps, mais il faut commencer par quelque part. Alors, on va ouvrir le débat. On va autoriser des questions. On a environ une vingtaine de minutes si vous avez des questions à poser par rapport à ce qui a été présenté. Vous avez la parole.